Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. De retour sur le plateau de Totalement Foot pour la troisième et dernière partie de cette émission. On est toujours en compagnie d'Aurélien Tertereau, le joueur de Fleury-Mérogis. Et mercredi dernier avait lieu un match en retard des 32e de finale de la Coupe de France opposant le leader de Ligue 2, le Stade Brestois, à Fleury-Mérogis, club de CFA, justement, l'équipe où vous évoluez. Et c'est vous qui inscrivez un doublé. On va voir les images justement de ces deux buts et vous pouvez nous les commenter. Alors là, vous récupérez un ballon. Ouais, c'est Guillaume Serre, le capitaine de l'équipe, qui me relance tout de suite en une touche. Et puis je vais fixer la défense brestoise. Et puis je finis par un pointu qui trompe un peu le gardien, puisqu'il passe entre les jambes du dernier défenseur. Donc il est un petit peu masqué, je pense, sur l'action. Et puis le deuxième but, alors là c'est un but exceptionnel quand même. Vous l'avez déjà fait ça au Mans, sans pour autant marquer, mais vous l'aviez déjà fait. C'est mon style de jeu. J'aime bien percuter plein axe. Et puis là c'est Jonathan Ribadera qui me met un super ballon dans la profondeur. Et puis je contrôle de la tête et je fixe le gardien pour finir du plat du pied. 2 buts contre un club de Ligue 2, ça doit être quelque chose d'intéressant pour vous, quelque chose de fabuleux. Ouais, c'est forcément une émotion particulière, c'est une joie assez intense, surtout en Coupe de France. C'est des moments assez magiques qui permettent de souder un groupe énormément. Donc voilà, le principal, c'était pouvoir se qualifier pour les 16e de finale, et c'est chose faite depuis, du coup pas mercredi dernier, mais alors justement, depuis cette semaine. Vous en parlez parce qu'à l'issue de cette rencontre, il y avait un mais, puisqu'à la 83e minute de jeu de ce match, un joueur de Fleury, Hakim Naïm, est entré en jeu alors qu'il ne figurait pas sur la feuille de match. Le Stade Brestois, qui dans un premier temps a signalé les faits aux délégués présents au bord du terrain, a ensuite décidé de ne pas conserver ses réserves. Vous meniez déjà 2-0. Comment le club a pu faire une telle erreur de faire rentrer un garçon qui n'était pas présent sur la feuille de match ? C'est compliqué à analyser, nous en tant que joueurs en tout cas. Après on a eu évidemment les retours de ce qui s'était réellement passé. Malheureusement il y a eu un bug informatique, parce qu'on sait que maintenant les feuilles de match sont remplies sur la tablette. Donc il y a eu 4 rentrées, 4 saisies de joueurs, des effectifs. Il y a eu 3 bugs informatiques avant, et en plus qui étaient dus à la saisie des joueurs de Brest. Et malheureusement sur cette dernière saisie, il nous manquait donc de Hakim Naïm, qui ne figurait pas sur la feuille de match. Donc après c'est malheureusement en effet une erreur de notre part, mais aussi je pense qu'il y a plusieurs fautifs, notamment les délégués de la rencontre qui auraient dû vérifier la feuille de match avant que le joueur rentre. Donc il y a plusieurs fautifs, il y a des circonstances atténuantes, on va dire, à ce fait de jeu. Vous l'ignoriez, vous, que quand vous étiez en jeu, que Hakim Naïm ne figurait pas sur la feuille de match ? Ah oui, totalement. Nous, on a été mis au courant que 2 minutes après, quand malheureusement Grégory Lorenzi, le directeur sportif de Brest, a signalé le fait. Donc il y a eu interruption du match durant une dizaine de minutes. Ah, il y a eu interruption du match. Il y a eu interruption du match pendant 10 minutes, et là on a compris malheureusement que l'erreur était importante, et que notre qualification entre guillemets était compromise, même si le joueur n'a passé que 1 minute 30 sur le terrain, et que du coup les 5 dernières minutes du match se sont jouées un peu dans la confusion, puisque on y était mentalement plus du tout. Le match a repris du coup après. A repris à la 86e, donc il devait rester 5 minutes de jeu. Donc vous gagnez quand même 2-0, mais dans l'attente d'une confirmation de la Fédération française de football. Comment vous avez vécu cette situation justement ? Pas très bien, c'est vrai que c'est mentalement très difficile, il y a eu beaucoup de frustration. C'est-à-dire que les premières nuits ont été un peu compliquées. Après un tel exploit, ce qui a été le plus compliqué, c'est de ne pas pouvoir le fêter ensemble avec nos supporters, et de vivre un moment qui en effet était pour la plupart un des plus beaux moments de leur carrière. Donc forcément c'est toujours navrant, on rattrapera pas malheureusement tout ça, mais aujourd'hui on a la chance de pouvoir figurer à ce 16e de finale, et on va tout faire pour pouvoir encore franchir un cap. Vous avez eu peur que votre doublé n'ait finalement servi à rien ? Ah oui, forcément. Ça aurait été dommage. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis passé par beaucoup d'émotions dans ce match. La joie énorme d'inscrire un doublé, et aussi la frustration au coup de sifflet final finalement. Donc
Donc voilà, mais au final, ce doublé, il compte bien et on va aller jouer un 16e de finale. Le Stade brestois a même fait un courrier à la Fédération française de football pour demander à donner la victoire à votre équipe. C'est un geste que vous saluez, ça, j'imagine. Bien sûr. Ils ont été très fair-play dès le coup de sifflet final. Ils sont... le coach Furlan et notamment Lorenzi aussi ont plaidé énormément notre cause et il est évident que le communiqué du président du Stade brestois a fait pencher aussi la balance en notre faveur. Car si le club de Ligue 2 ne porte pas réserve, la FFF en revanche elle pouvait décider du sort de la rencontre, et la FFF a communiqué cette semaine reconnaissant la victoire de Fleury et à l'encontre même de son règlement. Ça a été long, Aurélien, vous êtes soulagé désormais? Ouais, ça a été très long, quand même resté quelques jours dans l'attente, et forcément je pense que ça a été malgré tout une bonne chose de ne pas jouer de match de championnat, parce que forcément les têtes étaient un petit peu à l'attente de cette décision. On avait peur un petit peu que la FFF n'aille pas en notre faveur, mais finalement elle a été plutôt humaine et puis a aussi décidé des circonstances atténuantes en notre faveur. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de cette décision, de cet imbroglio autour de ce match? Surtout d'un ridicule de la Fédération française de football, et c'est pas étonnant de toute façon. Pourquoi? Mais parce que, comme l'a dit Aurélien Tartereau, ça a été fait 4 fois la feuille de match. Ils imposent à tout le monde de voir sur la tablette. Je sais même pas s'il y a eu des formations pour certains de savoir comment maîtriser une tablette. Les délégués du match, ils ont rien vu non plus. Puis même, c'est quand même la personne, Grégory Lorenzi du Stade brestois qui a vu ça. Même le délégué, il a rien vu du tout. À un moment donné, qu'il soit compétent, et puis après on pourra peut-être discuter. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, ils sont qualifiés encore. Bon, je suis d'accord, par exemple, c'est sur des erreurs d'arbitrage ou autre, une victoire. Là, c'est net et sans bavure, il y a 2-0, il y a rien à dire, les buts, il y a rien à dire non plus. Ça aurait été dommage. Que la décision soit inverse. C'est que ça prouve encore de nouveau qu'il y a peut-être une incompétence au sein de la FFF, c'est tout. Ouais, mais vous saluez quand même le geste de la FFF également qui va contre son règlement. Ah là, sinon c'était la fin, je pense. Encore heureux qu'ils acceptent. Ils n'étaient pas obligés de le faire, parce que s'ils acceptent ça aussi, peut-être les prochaines erreurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce que les autres clubs vont demander? Mais c'est un beau geste. C'est totalement différent. Il était affiché dans les 3 feuilles de match, il n'était pas affiché sur la 4e, ils l'ont même pas remarqué. Et ils ont appuyé sur valider, ils se sont dit c'est merveilleux, tiens, on va jouer à Candy Crush maintenant. On voit que c'est bien beau la technologie, mais quand ça marche, c'est un petit peu mieux, quoi. Il y a un petit peu certaines limites, on peut voir à ces tablettes. Bon, certes, c'est tout beau, c'est tout rose l'informatique, mais bon, quand on voit les boulettes que ça peut commettre, ils ont peut-être admis que c'était un peu de leur faute si le joueur n'était pas sur la feuille de match. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont fait passer qui ça, la FFF ou le Stade brestois? Non, la FFF. La FFF. Pour une fois que tu reconnaisses une faute, c'est vrai, on va reconnaître. Que le geste. Félicitations. Et on salue évidemment le geste du Stade brestois, de Jean-Marc Furlan, et puis tout à fait. Jean-Marc Furlan est un homme de classe, et ça s'est prouvé de nouveau. Prochain match contre Avranches en 16e de finale, club de national. Aurélien Tartereau, c'est la première fois que vous allez aussi loin? Non, vous étiez avec Sablé, on avait également joué un 16e de finale, et puis avec Le Mans un 32e, donc voilà. Objectif Stade de France? Objectif déjà de pouvoir continuer l'aventure et de gagner à Avranches, qui sera un match encore une fois à mon avis très disputé. Est-ce que vous êtes un peu déçu de ne pas jouer une équipe de plus haut niveau? Comme le PSG là, quand vous en effet, il y a toujours 2 partis pris dans ces cas-là. C'est soit taper, on va dire, le Graal et puis rencontrer une Ligue 1 et malheureusement compromettre sérieusement ses chances d'aller plus loin. Aujourd'hui, on nous donne la possibilité peut-être de franchir encore un cap et d'arriver en 8e de finale de Coupe de France, qui serait quand même relativement exceptionnel pour un club de CFA. Donc on va tout faire pour pouvoir franchir le cap. Sachant que s'il y a Fleury-Paris, je crois que ça se joue au Parc des Princes obligatoirement, parce que comme c'est à côté, je sais pas s'il y a un stade, je sais pas si le stade est homologué, mais je sais pas. Comme c'est pas très loin, j'imagine, Fleury de Paris. Non, c'est pas très loin. Jouer au parc, ce serait beau. Ça serait. Je parlais de contact tout à l'heure pour votre carrière. Après ce doublé, est-ce que vous avez eu des contacts? Est-ce que Jean-Marc Furlan, il vous a dit dans le vestiaire pas mal ce que tu as fait? Non, j'ai eu la chance de le voir à la fin du match. Il m'a serré la main. Après non, des contacts, oui, ça parle toujours un petit peu forcément. Quand on met un doublé, j'ai reçu énormément de
de messages de mes proches, de mes amis, etc. Donc ça fait toujours plaisir. Après, les contacts, ils s'analyseront en fin de saison. Et voilà, comme j'ai dit, le football, ça va très vite. Il y a un doublé d'inscrits, mais il y a encore 5 mois à faire derrière et à être performant pour pouvoir espérer aller jouer plus haut. Justement, voir plus haut, c'est votre objectif, mais jusqu'où ? National ? C'est mon objectif. Après, je sais pas. On verra ce qui peut se passer dans l'avenir. Pour l'instant, je suis bien à Fleury. Je m'épanouis. Il y a un super groupe avec une très très bonne ambiance. Donc voilà, le but c'est d'être le plus performant possible avec mon club. Et puis collectivement d'aller chercher les objectifs qu'on nous a fixés. Et puis après, on verra personnellement ce qui peut être envisagé dans l'avenir. L'étranger, c'est quelque chose que vous ne refuseriez pas ? Tout s'analyse, comme je l'ai déjà dit quand je suis parti du Mans. Voilà, j'ai aussi ma femme qui est importante dans les décisions parce que j'ai pas envie moi de vivre loin de ma famille. Donc après, à l'étranger, si tout est possible pour tout le monde, bien évidemment que ça m'intéresse. Messieurs, on parle de Tullio De Melo. Tullio De Melo, un petit mot sur l'ex-Manceau qui a signé à Chapecoense, l'équipe décimée par le crash de leur avion il y a un peu moins de 2 mois, qui avait fait 71 morts. Seuls 3 joueurs de l'effectif de Chapeco avaient survécu parmi l'effectif et le staff donc. Et Tullio De Melo, l'ex-Manceau, qui avait joué pour Chapeco en 2015, où il a joué 17 rencontres et avant de signer à Recife, autre club brésilien, il a décidé de venir en aide à Chapecoense. C'est un beau geste, ça aussi. On parlait du geste de Jean-Marc Furlan, mais ça c'est aussi un beau geste de la part de l'ex-Manceau. Deuxième geste de classe en peu de temps dans le foot, là, ça y va. Non, en plus il avait accepté une offre du Qatar juste avant et il l'a refusé. Donc on peut dire qu'économiquement ça devait être intéressant si c'était au Qatar, et il refuse ça pour aller à Chapecoense, retourner là-bas pour aider le club. C'est vraiment un beau geste de la part de Tullio, l'ancien joueur du Mans. Maxime Onomé. Bon, il y en a plein de joueurs qui ont voulu signer à Chapecoense. Certains parce que ils n'avaient pas de club, d'autres parce que voilà, c'était par rapport au geste, comme avec Tullio De Melo. Ce qui est bien pour cette équipe-là, malgré tout, sur l'aspect sportif, c'est qu'ils ont pu vraiment décider de leur effectif. Après, il y a plein de beaux gestes. C'est comme certains clubs brésiliens ou autres qui ont accepté de prêter des joueurs, peut-être même de payer leur salaire, alors que ils vont pas jouer pour eux. Donc il y a plein de beaux gestes. Et puis ça va être intéressant même de les voir, je crois qu'ils vont jouer la Ligue des Champions là-bas, donc ça va être beau, il va y avoir plein d'émotions, même dès qu'ils ont remis le trophée aux trois rescapés du crash, il y a plein d'émotions et c'est... Malheureusement, on aurait bien voulu que tout ça n'arrive pas. Évidemment. Mais c'est très beau de la part de Tullio De Melo, mais c'est pareil. C'est comme Jean-Marc Furlan, c'est un homme de classe. Il faut souligner ces beaux gestes dans le football, justement. Maxime Onomé, avant de se quitter, avant de passer au quiz que tout le monde attend ici sur ce plateau, pour la semaine prochaine, est-ce qu'on parlera du sujet que vous m'avez parlé sur la DH? Quelle était votre question, votre idée de débat? Non, ça peut être intéressant de parler un petit peu justement de ces équipes, parce que là on parle de Mamers, on parle notamment de Saint-Saturnin, on parle aussi de Conéré, qui sont des équipes qui peuvent monter, mais pensez peut-être à se structurer ou autre. Est-ce qu'il faut aujourd'hui se structurer pour un club de DH pour monter un peu plus haut? La SUS c'est son cas par exemple, et ils ont une équipe qui je crois en DRH ou DSR. Après c'est pareil pour Sablé, qui est en CFA2 et qui aurait peut-être une équipe qui a monté en DH. Savoir s'il faut penser à se structurer avant de penser à monter. Voilà. Valentin Mauduit, c'est une bonne chose de se structurer pour un club de DH? Oui, faut vraiment anticiper maintenant. On voit que c'est important de se structurer avant de voir toujours plus haut. Ça évite aussi de faire le yo-yo pendant des années aussi. Et ça passe aussi par l'école de foot dès le plus jeune âge. Ouais. Oui, ça passe. Oui, ça c'est une certitude. Il faut créer quelque chose, il faut créer même une identité au niveau du club, n'est-ce pas? On avait parlé votre tant voulu identité. C'est important. C'est important. Tous les plus grands clubs ont ça. Enfin, en tout cas, ils essayent d'instaurer ça, et ça passe par le plus jeune âge. Essayer d'avoir des éducateurs qui sont formés à ça. On voit notamment dans les clubs professionnels qui vont toujours mettre l'ancien du club parce qu'il est bien sympa, il est bien gentil, donc on va le mettre à ce moment-là en tant qu'éducateur pour les moins de 14 ou autres, sachant que il est peut-être pas forcément formé là-dessus, pas forcément, il a pas forcément cette formation pour le faire. Mais oui, c'est très important.
Voilà, messieurs, on entre vraiment dans le temps additionnel de cette émission. Il nous reste 3 minutes. Temps additionnel, 3 minutes. J'affiche la pancarte. On va passer au quiz. Le quiz, Aurélien Tartereau, vous participez évidemment. C'est sur un ex-joueur du MUC 72 qui a marqué également. Oui, ça change. Qui a marqué l'histoire du MUC 72. Alors, que sur ce joueur, attention le quiz, faites pas comme la semaine dernière où vous pensez que c'était un autre joueur à chaque question. En espérant que c'est pas de la famille d'Aurélien Tartereau. Non, ce n'était pas mais non, ce n'était pas la famille de Stéphane Guédé la semaine dernière. Non, pas loin. La semaine dernière c'était Laurent Perlade, un joueur important du MUC 72. Et là, j'ai joué à Louan Cuiseau, j'ai joué, pardon. C'est pas grave, ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai joué à Guingamp, j'ai joué au Mans, j'ai joué au Betis Séville, j'ai joué à Sochaux, j'ai joué à Newcastle. J'ai joué au FC Nantes. C'est vrai. Et j'ai joué au Paris Saint-Germain. Belle carrière. Messieurs, Pancrate, bonne réponse de Valentin Mauduit. Fabrice Pancrate. Ah, mais c'est pas dans l'ordre là. Non, c'était pas dans l'ordre. D'accord. Non, mais j'ai pas voulu mettre le PSG. Si, tout était dans l'ordre sauf le PSG que j'ai pas voulu mettre après Le Mans. Parce que je me suis dit, lundi c'est trop fort. Fabrice quand même. Donc Fabrice Pancrate qui est passé par Le Mans, qui est passé par le PSG. Betis Séville. Alors. Quel était son numéro? Deuxième question au MUC 72. Quel est le... Eh oui, le 21. Non, c'était pas le 21. Le 7. C'était pas le 7. Le 11. Le 11, c'est Aurélien Tartereau qui est le plus proche. C'était 12. Plus proche. Ah, 12. Ça fait un point pour. Ça fait un partout entre Valentin Mauduit et Aurélien Tartereau. Vous êtes en retard, Maxime Bonhomme. Attention. Rare. Quel était le coût de son transfert du MUC 72 au PSG? 50 millions. Non, je dirais... Un transfert qui a mis du temps à se faire, le gardien ne voulait pas le lâcher. 3 millions, bonne réponse. Ouais. Égalité parfaite, 3 millions et... J'ai pas double point comme j'ai dit. Non, c'était l'intersaison 2004. Autre question, avec qui j'ai fait le plus de matchs? MUC 72 ou le PSG? Non, PSG. PSG. MUC 72. MUC 72, je dirais. Et c'est le PSG. Et oui, j'ai été surpris également. PSG 132 matchs, MUC 72 72 matchs. Quel âge j'ai aujourd'hui? 2 points pour Maxime Bonhomme. Mais quel âge j'ai aujourd'hui? 38. 38. Je laisse répondre Aurélien. Je dirais qu'il a 36 ans. 36 ans. 2004, je dirais qu'il a... Laissez tomber, il a 36 ans. De toute façon, c'est bonne réponse pour Aurélien Tartereau, 36 ans. Donc ça fait 2-2 là, attention. Ouais. Avant-dernière question, je suis aujourd'hui... Consultant sur SFR Sport. J'accorde le point à Valentin Mauduit. C'est pareil. Oui, mais il a eu un complément de réponse. SFR Sport, il fallait le dire. Alors il est consultant pour Altis, qui appartient à SFR Sport. Voilà. Non. Ça fait égalité parfaite. Balle de match pour tout le monde. 2-2, balle de match comme Federer et Nadal hier pour un grand match. Pardon, je m'éloigne du sujet. Quelle distinction j'ai reçue lors de la saison 2013-2014? Ballon de plomb. Non. Pas ballon de plomb. Pas ballon de plomb. Personne sait? Quelle distinction. Il a été élu pire joueur de je sais pas Allez, quoi. vous êtes pas loin, Maxime Bonhomme, je vous accorde le point. C'est le banc d'or de la Foufa. On va regarder justement les vidéos avec notre ami Julien Cazard. Le suspense, mesdames, messieurs, est à son comble. En attendant, le ballon d'or 2013, le banc d'or 2013. Fabrice Pancrate! Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci Aurélien Tartereau d'avoir participé à notre émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Une qualification pour les huitièmes de finale prochainement et puis de mieux figurer au classement de cette CFA. Merci Aurélien d'être venu et avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers chroniqueurs. Comme chaque semaine, vous êtes là, vous êtes bien là. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, les amis. Ciao.